Droit de la propriété intellectuelle. En France, il existe des structures qui gèrent justement le droit d'auteur. La SPEDIDAM, la SACEM, la SPPF et bien d'autres. Comment ces structures gèrent-elles le droit d'auteur? Comment sont-elles organisées? Quels sont les tenants et aboutissants? Il est docteur en droit, aussi avocat au barreau de Paris. Il est par ailleurs expert et consultant, enseignant, chercheur en Afrique et en France. Jusqu'ici, c'est bien. C'est ça. Tu es également membre de l'association APIA. L'APIA, justement. Qui est donc l'association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique. Et, très bien. Et tu es également rédacteur en chef de la revue de cette association. Dans ce podcast, nous allons aborder la question de la propriété intellectuelle en 3 sous-thèmes. C'est quoi le droit et qu'est-ce qu'un auteur? Avant tout, je suis très heureux d'intervenir sur ce podcast. Je pense que c'est toujours intéressant de vulgariser ce type de sujet-là parce que on nous dit souvent, et ça c'est un principe en droit, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est bien justement de faire œuvre de vulgarisation sur des sujets qui semblent évidents mais qui en réalité sont très techniques et qui semblent appartenir à des domaines réservés. Donc je suis très heureux d'intervenir sur ton podcast. Alors, la question que tu poses, c'est quoi le droit et c'est quoi un auteur? En réalité, il faut être dans une démarche qui soit un peu plus précise parce que le droit, en réalité, c'est très vaste. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui vont régir les rapports dans la société. Et ces rapports-là seront organisés en fonction du type de domaine ou du type de question qui va se poser. Donc, on aura du droit des contrats, on aura du droit de la famille, du droit des personnes et du droit de la propriété intellectuelle. Donc le droit de la propriété intellectuelle notamment va s'intéresser à tout ce qui concerne la création intellectuelle. Donc les œuvres dites de l'esprit ou les créations de l'esprit. Dans cet ensemble que constitue le droit de la propriété intellectuelle, il y a 2 sous-groupes. Il y a un groupe qui va s'appeler le droit de la propriété littéraire et artistique qu'on appelle communément le droit d'auteur et les droits voisins. Okay. Et il y a un autre groupe qui va s'appeler le droit de la propriété industrielle. Alors, pour m'arrêter un peu sur ces 2 principaux groupes, le droit de la propriété industrielle, en réalité, il va s'intéresser à tout ce qui concerne les créations industrielles. On va parler du brevet, de la marque, du dessin modèle. Ça concerne tout type de structure. Même si dans le domaine de la musique, on peut parler de brevet et de marque, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément notre sujet, mais on pourrait y revenir. Et en deuxième lieu, on a ce qu'on appelle la propriété littéraire artistique ou communément appelé le droit d'auteur et les droits voisins, qui vont concerner justement l'ensemble des règles qui vont venir organiser les rapports autour de ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit. Et c'est dans cet ensemble-là qu'on a notamment les auteurs. D'accord. Voilà. À quoi renvoie la notion d'exception du coup, quand on parle d'exception au droit d'auteur? Alors, c'est ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est un droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation d'une création immatérielle. Le droit d'auteur en particulier, c'est un droit d'interdire ou d'autoriser l'utilisation d'une œuvre qui a été créée par une personne. D'accord. Voilà. Donc en réalité, le principe c'est ça, c'est-à-dire on ne peut utiliser une œuvre de l'esprit originale que à partir du moment où l'auteur ou le titulaire des droits a autorisé cette utilisation. S'il n'y a pas eu d'autorisation, ça s'appelle de la contrefaçon. L'exception va revenir dans une approche où le législateur, donc celui qui crée la loi, va dire certes, en principe, on ne peut utiliser une œuvre sans l'autorisation de l'auteur, mais les exceptions vont venir dire il y a des cas dans lesquels l'utilisation est faite sans avoir à demander une autorisation préalable. C'est par exemple le cas d'utiliser une œuvre dans le cas d'une parodie. C'est-à-dire quand on prend des artistes en fait qui veulent parodier de manière humoristique une œuvre qui existe, ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation des titulaires. C'est le cas également de l'enseignement, parce qu'en principe, une personne a écrit son œuvre. Dans le cas de l'enseignement, on peut utiliser son œuvre, notamment ses œuvres écrites, pour pouvoir justement enseigner, sans avoir besoin de demander l'avis d'une personne. Une autre exception, qui elle est la plus évidente, c'est l'utilisation dans le cadre du cercle de famille, donc dans le cadre privé. Donc si tu veux jouer une musique d'un auteur ou d'un artiste, tu n'as pas besoin de demander son avis si c'est dans le cadre de la maison ou dans le cadre familial. Donc ça sont des exceptions. D'accord. Parce que les exceptions viennent justement pour contrebalancer le principe qui est aucune utilisation ne peut être faite sans l'autorisation de l'auteur. Donc l'exception, c'est une utilisation peut être faite dans ce contexte-là sans avoir à demander l'autorisation. On va créer une exception pour faciliter finalement l'usage de ces œuvres.
admettons un artiste qui fait sortir un morceau, Oui. pour consommer ce morceau légalement, Oui. on doit aller sur les plateformes légales, etc. C'est ça. À partir du moment où j'utilise une œuvre dans le cadre privé, parlant de l'exception dont tu parles, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une sorte de d'usurpation et de vol? Je prends l'exemple quand on va sur YouTube et Ouais. on écoute une musique, on la télécharge, etc. Est-ce que là, on est dans la légalité? Alors, c'est une très belle question. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de droit d'auteur, dans le droit d'auteur, il y a deux grands blocs. Il y a les droits patrimoniaux, donc les droits qui sont relatifs à l'exploitation de l'œuvre. Et dans ces droits patrimoniaux, il y a notamment le droit de reproduction de l'œuvre ou de représentation. Et de l'autre côté, il y a les droits moraux. Alors, parlons de ce premier point. Oui. Donc, en fait, pour arriver à ça, il faut, voilà. Par exemple, le droit de reproduction, c'est de dire qu'une œuvre peut être reproduite, c'est-à-dire fixée sur un autre support pour son utilisation. C'est-à-dire une musique, par exemple, tu ne peux l'écouter que si c'est sur un support, en fait. Donc, si l'auteur donne son accord, l'éditeur ou le producteur ou la maison d'édition vont mettre cette œuvre-là, justement, sur un support pour pouvoir être utilisée. D'accord ? Et à partir du moment où l'auteur donne son accord pour que cette œuvre-là puisse être diffusée, en principe, tout le monde peut y avoir accès si c'est de manière légale. Par exemple, un auteur qui décide de mettre sa musique sur YouTube, sur une plateforme, en fait, en principe, il y a eu un accord avec la plateforme implicitement pour que son œuvre, en fait, soit présentée. Donc, sur le principe, c'est ça. Le problème avec les plateformes, c'est qu'une personne peut décider d'uploader une musique sans l'accord de l'auteur pour pouvoir la diffuser sur YouTube. Et c'est là où il va avoir, en fait, quelques subtilités. On va se demander, est-ce que YouTube va vérifier que l'œuvre qui est mise en place, en fait, respecte les droits d'auteur? C'est à l'auteur, justement, de dire, dès lors que telle œuvre sera uploadée, que vous prenez les dispositions pour bloquer, justement, son usage. Parce qu'en réalité, en fait... Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Oui, mais justement, en réalité, c'est parce qu'il y a une masse d'informations et les plateformes, mais ça donnait lieu à des jurisprudences qui sont très, très complexes, c'est-à-dire les plateformes ne peuvent pas supporter garant d'analyser toutes les vidéos qui sont mises en ligne. En réalité, c'est ça la difficulté. Et c'est généralement, une fois qu'une personne met en ligne ces éléments-là, elle part du principe que c'est sur sa plateforme, on va dire sa page qu'elle le fait. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un espace privé ou d'un espace public. Et c'est là toute la difficulté avec ça. Après, il y a la question de la monétisation. On va se dire, dès lors que l'œuvre est mise sur cette plateforme-là, toutes les utilisations qui en seront faites, en fait, vont devoir générer du flux financier pour lui permettre justement de pouvoir se faire payer. D'accord. Donc en réalité, c'est pas une zone de non-droit, mais c'est tout comme en fait. Voilà. Ouais, il y a un peu de flottement. Ouais, il y a un peu de flottement. Par exemple, une fois qu'une œuvre est mise sur Deezer, c'est simple parce que ça sont des plateformes légales en fait. À ce niveau-là, une personne qui viendrait uploader une chanson qui n'est pas d'elle, tout de suite, ce serait facile de pouvoir, on va dire, l'identifier et puis prendre les mesures pour que cela cesse en fait. Mais en réalité, il n'y a que l'auteur qui ait le droit de poursuivre. Par le principe. Et c'est là où les sociétés de gestion collective en fait auront un rôle à jouer par la suite. Mais ça, on va peut-être en parler. En réalité, il y a deux choses. Mais ça, c'est une question qu'on va se poser. Est-ce qu'une page Facebook est un cercle privé? Une page Facebook? Par principe, c'est du public. C'est du public, oui. Mais tu peux décider de restreindre. Ouais. Est-ce qu'un groupe WhatsApp s'inscrit dans le cercle de la famille? Donc en réalité c'est ça, c'est-à-dire tu télécharges légalement une musique et si tu l'écoutes pour toi ça passe, mais s'il y a un groupe de famille qui est créé que tu partages là-bas, est-ce qu'on est dans la notion de cercle de famille? La question, donc en réalité c'est un peu des flottements qui sont très compliqués à délimiter en réalité. Mais qui sont tolérés finalement. Oui, c'est difficile de suivre. C'est difficile, oui. Parce que en réalité une personne qui a acheté légalement une musique, on ne peut pas lui interdire en fait d'en faire des copies pour l'utiliser plus tard. Quand on achète un objet, on est de facto propriétaire, donc on peut en faire ce qu'on veut. Je comprends totalement. En réalité, c'est ce mythe et ce mystère-là qui m'ont fait aimer la propriété intellectuelle. Parce que la propriété intellectuelle, en fait, c'est un ensemble de règles en fait par la volonté du législateur. On va avoir une superposition de droits, c'est-à-dire on te dit que tu achètes un CD, mais la musique est sur le CD ne t'appartient pas. L'objet physique t'appartient certes, mais l'objet matériel ne t'appartient pas. Tu ne peux l'utiliser que sous certaines conditions. Oui. C'est là toute la beauté de ce domaine, schématiquement. Un bien corporel, c'est le CD. D'accord. Le bien incorporel, c'est la musique qui est incorporée sur le CD. Tu peux briser le CD. Ça, c'est le bien qui t'appartient, toi,
en tant que la personne qui achète le CD. On te donne en fait une sorte d'accès justement à ça. Okay. Donc en fait, c'est pas parce que tu as acheté un CD que tu es propriétaire de la musique, non. Voilà, c'est là toute la beauté de la matière finalement. D'accord. Est-ce que cette exception est typiquement liée à la musique ou alors elle concerne aussi par exemple les beaux-arts, la littérature de façon plus large, etc. Oui, en réalité, ça concerne tous les types d'œuvres parce que je pense que c'est le préalable qu'on aurait dû placer, c'est que le droit de la propriété littéraire artistique concerne toutes les œuvres écrites, musicales et les œuvres de dramaturgie, on va dire. Voilà. Les œuvres qui sont un peu de la peinture, de l'image, des photos et tout ça. Dès lors qu'il y a le critère de l'originalité, c'est concerné justement par ce principe et cette exception. Donc c'est pareil, hein. C'est-à-dire tu prends une photo qui est originale, par principe, tu ne peux l'utiliser que si tu as l'autorisation de l'auteur. Mais si tu veux l'utiliser à des fins d'illustration, d'enseignement, tu n'as pas besoin de lui demander son avis, son autorisation. Donc c'est dans les deux sens. Mais après, quand je dis ça ce n'est que le côté droit patrimonial, hein. Il y a le côté droit moral en fait aussi qu'il ne faut pas oublier derrière. Le droit moral, c'est ce qui permet finalement de revendiquer la personnalité de l'auteur dans une œuvre. Donc le droit moral, c'est un ensemble de droits qui vont entourer, on va dire, la personnalité de l'auteur sur une œuvre. Ça signifie par exemple le fait de mentionner le nom d'un auteur et le fait justement de donner la possibilité à l'auteur justement de revendiquer à ce que son œuvre ne soit pas déformée ou détériorée. On va dire, une personne a réalisé son film en noir et blanc. Tu ne peux pas décider justement sans son accord de mettre de la couleur dessus. Maintenant avec l'IA c'est possible, hein. Ou une personne a décidé justement de faire des dessins de son œuvre. Tu ne peux pas justement en faire des personnes vivantes en fait. Ça protège vraiment l'auteur, donc dans sa personnalité, dans sa sensibilité. Ce qui est bien avec le droit moral et qui est dans la culture, on va dire, française, mais bien plus, hein, c'est que le droit moral ne disparaît jamais. Même si l'auteur meurt, le droit moral existe quand même. Voilà. Alors que le droit patrimonial, en fait, il est limité. Et ça fait partie de ce qu'on va évoquer avec le domaine public notamment. Voilà.